Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau cours YouTube, dématérialisé, joie et bonheur, pour aborder le second chapitre de ce cours de RC, en tout cas la partie CM, donc qui concerne spécifiquement les veilles. Donc normalement c'est un chapitre qui concerne les veilles et la qualité de l'information au sens général du terme d'ailleurs, parce qu'il y a à la fois leur source et la qualité de l'information en tant que telle, mais je vais très peu m'apesantir sur la partie qualité de l'information puisque je sais que vous l'avez faite ou vous le verrez avec Monsieur El-Kaïm. Non, au moment où vous verrez la vidéo, vous aurez tous fait le premier TD. Donc voilà, c'est vraiment partie intégrante de son TD. C'est très développé, la partie sur l'information, les sources et la qualité. Sachez par contre, vraiment, prêtez-y attention, ça fait partie, de toute façon il y aura une partie du partiel final qui sera sur le TD, mais ça fait vraiment partie des contenus théoriques à connaître. Voilà. Donc s'agissant de ce que vous verrez en cours avec lui sur la qualité de l'information. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur la veille, ça nous permettra aussi d'éviter d'avoir une vidéo trop longue, enfin normalement j'espère, je vais faire un effort en ce sens. Donc on va raisonner en deux grands temps. D'abord, on va se demander ce que c'est que la veille, ce qu'on pourrait notamment qualifier de veille informationnelle, si on voulait avoir un terme un peu plus précis. Et puis ensuite, on va se pencher sur ses limites, parce que, comme toute chose, elle a des avantages et des inconvénients. Et donc, bien la mettre en œuvre, c'est aussi être conscient de ses limites, de ses mésusages et de ses désavantages. Alors pour la première partie qui sera un peu plus longue quand même parce que j'ai envie de vous donner une perspective un petit peu historique et technique, donc on verra d'abord une définition de la veille, puis on verra en quelques mots ce que c'est que son histoire. En fait, ensuite on verra qu'il y a différents types de veille, donc on peut les distinguer, c'est pas primordial, mais ça permet de se situer déjà, puis ça permet de répondre à certains questionnements qu'on a vus, comme par exemple une question que j'avais vue sur la différence entre marketing et commercial. Ensuite, ses principes et ses méthodes, donc ça c'est peut-être un petit peu le cœur technique du cours, en tout cas de ce chapitre. Pourquoi veiller? Donc c'est bien d'en connaître les dimensions techniques, mais c'est mieux d'expliquer pourquoi c'est pertinent à mobiliser. À quoi bon connaître un savoir si on n'est pas capable d'expliquer quand l'utiliser et pourquoi? Et les différents usages qui peuvent en être faits, mais je passerai rapidement là-dessus avant d'aborder les limites. Alors, quelques définitions d'abord. Je vous ai dit, on est à l'université, alors on bouffe de la définition. Enfin bon, de toute façon, c'était vrai aussi au lycée, au collège, mais bon, a fortiori, ou plutôt ça continue. Donc, rapidement, de définition, une très simple. Une veille informationnelle est l'ensemble des stratégies mises en place pour rester informé, en y consacrant le moins de temps possible et en utilisant des processus de signalement automatisés. Voilà. Et une seconde, peut-être un peu plus complète quand même, je trouve, moins lapidaire, la veille est un processus dynamique et continu, faisant l'objet d'une mise à disposition personnalisée et périodique de données ou d'informations, traitées selon une finalité propre au destinataire, faisant appel à une expertise en rapport avec le sujet ou la nature de l'information collectée. Elle est plus complexe, elle est plus complète, les deux vont souvent ensemble, et si vous ne devez en retenir qu'une, visez plutôt la seconde. Alors ces définitions, surtout, le plus important, outre le fait de les apprendre bêtement par cœur potentiellement, il faudrait au moins connaître une des deux, elle montre trois dimensions à la veille en fait. Il y a une dimension continue, donc elle doit avoir une approche processuelle, et donc une veille, c'est pas quelque chose qu'on fait juste un mois dans l'année, voilà, tout simplement pour le dire bêtement. Une dimension stratégique et une dimension prospective, donc la veille elle vise à anticiper, c'est le sens de prospectif. Et ces dimensions, en fait, elles différencient la veille de ce que serait simplement une recherche d'information. Par exemple, une étude documentaire, ça serait ponctuel, qui est ponctuel et utilitaire, donc moins stratégique, en tout cas, moins continu. Donc la veille, à ce titre, est une activité spécialisée et professionnelle. Il y a des services de veille. Et d'ailleurs, sachez qu'on a des étudiants en TC apprentissage cette année qui travaillent au service de veille de leur entreprise, pour vous dire. Donc le premier système de veille est un système de veille technologique. C'est le premier qui s'est vraiment mis en place historiquement. Puis la veille stratégique s'est imposée, donc c'est étendu à d'autres fonctions de l'organisation, comme un système toujours d'aide à la décision. Le circuit de l'information et de la prise de décision, je vous renvoie à ce qu'on a déjà vu. Vous remarquerez quand même que les choses s'imbriquent assez bien. Donc le modèle de veille, un petit détail quand même, aujourd'hui il est en train de changer, de muter. Déjà, premier élément, on a une démocratisation de la veille, donc de plus en plus d'acteurs économiques font de la veille. Et en second lieu, il est lié aussi à une forme de contexte qui est plus conjoncturel. On est dans une société de l'information et de plus en plus une information qui est instantanée. Et cette information, elle est le moteur de la société, du développement économique. On parle d'économie de la connaissance et de l'information. Les NTIC sont un élément de vocable qu'on a de cesse de nous ressasser. Et donc voilà, la veille
du fait de ces transformations, a pris une importance de plus en plus cruciale. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus ça va, plus les modes de consommation, les préférences, les avis, les goûts, et même la communication, nos communications interpersonnelles, on a vu ça avec le confinement, mais c'est qu'un effet exhaustif, mais en tout cas plutôt réhausseur, pardon, et non exhaustif, mais globalement, en fait, on laisse de plus en plus de traces sur Internet pour toutes les sphères de notre vie. Absolument tout, y compris par exemple les cours, qui n'y échappent pas, puisqu'aujourd'hui les profs sont des youtubeurs. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus, on a des données à disposition qui sont autoproduites par les personnes. C'est-à-dire qu'avant même, il fallait faire des enquêtes pour les obtenir, et de plus en plus, les gens les produisent automatiquement sur Internet, et des entreprises ou des sites, via leurs cookies, etc., et leur gestion du trafic, sont en capacité de les produire. Et on soupèse bien la petite assertion, le petit aphorisme que vous avez sans doute déjà entendu, sur Facebook, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. C'est vraiment ça que je veux souligner là, c'est l'idée que tout simplement, cette multiplicité des informations, cette multiplication entraîne de plus en plus une nécessité de la veille, parce que les informations sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus facilement accessibles, et donc, du coup, pour conserver un éventuel avantage concurrentiel, il convient d'y prêter attention. C'est juste qu'auparavant, c'était moins important et ça avait moins besoin d'être structuré, l'activité de veille, vu que les informations étaient quand même un peu moins nombreuses. Mais bref, je ne vais pas m'apesantir trop. Alors on peut distinguer bêtement deux grands types de veille. La veille passive, donc elle porte sur en fait une actualité culturelle ou technologique, et elle permet de rester informé, mais elle vise pas tant à répondre à un objectif précis. Alors il y a plusieurs aspects qui peuvent la caractériser, c'est une activité qui demeure continue et itérative, donc répétitive si vous préférez. Par contre, on ne peut pas prétendre à l'exhaustivité, et quand on pratique une veille passive, souvent on n'accède qu'à des informations qui sont générales et peu triées. Une veille passive, elle n'est pas conjoncturelle, elle ne s'inscrit pas dans un cadre précis, elle n'a pas un objectif très donné, si ce n'est de se tenir au courant des mouvements et des changements dans un domaine précis ou potentiellement large d'ailleurs. Voilà. Ici, on se contente plutôt de récolter des informations. La veille active, en revanche, c'est un peu son idéal type opposé, son exemple opposé, son pendant, voilà. La veille active, elle répond à un projet et à des objectifs, cette fois-ci, beaucoup plus définis, beaucoup plus précis. Et on va produire donc du contenu sur un thème, pardonnez-moi la répétition, plus précis. Donc là aussi, il y a plusieurs caractéristiques. Ici, elle se construit. Et elle prend plus de temps que la veille passive, et elle nécessite potentiellement des outils adaptés. Vous avez vu les sources d'information. Ce sont des outils en tant que tels. Elle utilise des résultats de recherche et elle les publie. Alors elle peut juste les publier en interne, mais par exemple quand on a un réseau de vendeurs à domicile, pour leurs produits ou sur le marché, ils vont être tenus informés, par exemple des grandes nouveautés, des changements, des nouvelles techniques de vente, de la situation économique d'un concurrent, de l'évolution des parts de marché de leur entreprise, de l'évolution de la segmentation marketing qui a été opérée et comment ils doivent l'appliquer de manière commerciale, etc. etc. Et donc tout ça, c'est des informations qui émanent en fait le plus souvent d'un processus de veille. Parce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est comme avec les sources d'information. Il y a bien des sources d'informations externes, mais il y a aussi des sources d'informations internes. Les données de vente d'une entreprise, son portefeuille client, les préférences de ses propres clients, les délais de paiement, etc. etc., etc. Tous ces éléments peuvent constituer des données qui viennent nourrir un service de veille. Donc la veille passive, on la fait de manière générale, continue, mais avec un thème qui n'est pas si spécifique que ça, et la veille active, ça va être plutôt l'opposé. On se donne un thème très précis et on va la mener de manière beaucoup plus proactive. Alors, les principes et les méthodes de la veille globalement. On peut distinguer 5 grandes étapes qu'on pourrait appeler le cycle de la veille. Donc, évidemment, en premier lieu, on va identifier des besoins. Quels objectifs, quels problèmes. Même quand on fait une veille passive, vous ne faites pas nécessairement une veille passive sur tout. Permettez-moi un exemple bête, mais si vous êtes une entreprise ferroviaire, vous n'allez pas faire de la veille sur le secteur de la chaussure. Voilà. Même si vous faites la veille la plus large possible dans le domaine technologique, écologique, économique, marketing, judiciaire, bref, tout ce qui peut toucher de près ou de loin au ferroviaire, vous n'allez quand même pas vous intéresser au marché de la chaussure. À moins que les gens perdent leurs chaussures, et dans ce cas-là, ils prendront peut-être plus le train. Mais bon, là, c'est vraiment un cas extrême, on ne va pas rentrer dans ce genre de considération. Donc voilà, malgré tout, il faut toujours, un peu comme quand on fait une étude, qu'elle soit documentaire, qualitative ou quantitative, se donner des objectifs et identifier les problèmes auxquels on veut répondre. Même si souvent, pour une veille, ils sont beaucoup plus larges que pour une étude, évidemment.
Ensuite, identifier les sources. Elles doivent être évidemment, idéalement officielles, pertinentes, fiables et concordantes, mais elles peuvent provenir aussi d'autres veilleurs, hein. Il y a des réseaux sociaux par exemple, ou des revues professionnelles qui sont spécialisées dans ce genre de domaine. Encore une fois, Monsieur Elkaïm va vous présenter des tableaux extrêmement complets dans lesquels vous trouverez énormément de sources. Et quand vous aurez des travaux à rendre pour lui et dans d'autres matières, j'espère que vous n'hésiterez pas à vous en servir parce que trouver toutes ces sources, c'est un travail déjà. Bref, quand on veille, et même quand on essaie de faire une étude documentaire, normalement on ne cherche pas tant les informations au hasard. On a déjà une préconnaissance normalement des sources et c'est pour ça qu'on vous les donne. Bref. Troisième élément du cycle, troisième étape, la collecte. Alors on peut raisonner soit par agrégation, on collecte un petit peu automatiquement, par exemple, moi qui suis en sciences de gestion et qui fais de la recherche dans ce domaine, bah, je vais être abonné à des flux RSS ou à des sites ou à des revues, et donc du coup en fait, automatiquement, donc j'ai identifié des thèmes centraux, un peu comme j'en sais rien, vous pouvez spécifier une annonce quand vous cherchez un logement étudiant, voilà, vous vous connectez sur 3-4 sites qui font de la location étudiante, et puis du coup vous leur dites vos critères, moi je veux un T1 bis, moi je veux un studio de tant de mètres carrés, situé dans quel quartier, et en fait vous recevez automatiquement de la part de ce genre de réseau, une notification quand ils ont un bien qui correspond à vos critères. Ben là, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que va y avoir des producteurs comme ça d'informations, donc parmi les sources que je vous citais, et la veille par agrégation, la collecte par agrégation, ça va être ce genre d'éléments. On s'abonne ou on suit des revues automatiquement comme ça. Ou sinon, on peut aussi raisonner par capitalisation. Donc là, on va plutôt organiser et archiver des informations qu'on aura trouvées peut-être de manière plus active. Et donc, il y a un travail humain qui est ici beaucoup plus important, mais on a souvent une information qui est beaucoup plus spécifique, ciblée et donc potentiellement utile directement. Voilà. Ensuite, on analyse, on traite et on synthétise. C'est un petit peu comme des données pour une étude, c'est le même principe. Franchement, là, je pense que votre intelligence vous aura déjà fait comprendre ça parfaitement. Une information, elle n'est rien toute seule. On s'était donné l'exemple des chiffres sur la délinquance. L'information, il faut pouvoir l'analyser, la traiter et la synthétiser pour qu'elle devienne pertinente. Voilà. Savoir que les gens achètent plus de bio va pas forcément vous donner un avantage concurrentiel si vous n'êtes pas en capacité de changer votre produit ou de le mobiliser ou de le communiquer au service développement ou bureau d'études de votre boîte. Bref, donc il faut l'analyser, la traiter, la synthétiser et puis ensuite évidemment ça nous amène assez logiquement au cinquième point, la diffuser aux personnes pour qui c'est utile. Voilà, ça va être quand même évidemment là, je veux dire, on peut reconstruire ce cycle de la veille quand on prend le temps d'une réflexion sur le sujet. Donc pour moi, là, il n'y a même pas besoin d'apprendre par cœur. Si vous pensez, voilà, je veux produire des informations, bah, évidemment, au départ, vous allez devoir vous donner un objectif, je veux quoi comme information, ensuite, vous sélectionnez des sources, ensuite, vous collectez, ensuite, il faut aussi analyser, enfin, c'est quand même assez logique, et puis, dernier élément, celui qu'on oublie un peu quand on fait juste un travail étudiant, il faut le diffuser, parce que d'habitude, on le rend juste au prof, puis voilà, vous avez votre note et gna gna, mais quand en organisation, évidemment, il faut en plus, en général, on ne vous demande pas de chercher de l'information pour chercher de l'information, et une fois que vous l'avez analysée et traitée, évidemment, vous la diffusez. Bref. Donc, pardonnez la qualité assez médiocre, voire franchement minable de cette capture, mais voilà, c'est une autre manière de se représenter le cycle de la veille. Faites une petite pause si vous voulez. Franchement, ça revient à ce que je viens de dire. Il y a juste une étape, en quelque sorte, en moins, mais bref. Globalement, l'idée est là. Donc, on peut considérer aussi, outre l'actif et le passif, mais ça le rejoint vachement, deux méthodes de veille informationnelle. Le stock, hein, on la pousse, l'information, le pool, donc tirer, pardon, excusez-moi, oh là là, quel niveau en anglais, l'information elle est recherchée, elle est extraite par l'utilisateur, et puis le flux, donc le push, où l'information elle est poussée vers l'utilisateur. Alors un petit mot là-dessus, le stock, le pool, cette méthode en fait, cette méthode elle s'appuie sur l'utilisation des moteurs de recherche, des revues de presse, de la lecture de la presse, ça recoupe ce que je viens de dire précédemment, hein. Je dis juste ce que j'ai déjà dit autrement. L'utilisateur en fait se rend périodiquement sur internet pour rechercher les informations les plus récentes. Et le push, le flux, l'information elle est poussée. Donc en fait elle a été programmée dans le cadre d'une recherche. C'est des questions soumises à un service d'alerte ou un flux RSS par exemple. Et le service envoie l'information à l'utilisateur. C'est l'exemple de votre recherche d'appart par exemple. Ou moi de mes revues dans mon domaine. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est juste une autre manière de le présenter.
Alors pourquoi veiller? Là, c'est quand même vraiment le cœur du sujet. Il s'agit de veiller pour anticiper, repérer les signaux faibles. Je veux dire, repérer les signaux faibles sur un marché, ça peut être un moyen d'être extrêmement prêt. Par exemple, les entreprises qui ont fait le choix de s'engager à un moment dans le télétravail, dans le tout numérique, d'investir dans des réseaux sociaux et des outils de partage collaboratifs. Alors qu'il y a de ça 20 ans, ça commençait seulement à se développer et qui se sont dit que c'était l'avenir. Pourquoi? Parce que il y avait un mouvement technologique qui allait dans cette direction. Il y avait le fait que de toute façon, il y avait déjà eu une révolution de la communication, mais qui est plutôt apparue finalement dans la sphère personnelle avant d'apparaître dans la sphère des entreprises. Finalement, celles qui se sont engagées dans cette voie, là, à l'heure de cette problématique de pandémie qui nous touche tous directement, elles ont eu un temps d'avance et elles s'en sont sans doute mieux sorties d'un point de vue organisationnel dans la gestion de leur production que d'autres entreprises. Et donc clairement, il s'agit d'un avantage concurrentiel. Voilà, pour ne donner qu'un exemple. Pour surveiller son environnement aussi. Donc là, c'est vraiment plus dans une optique de concurrence, à la fois marketing et commercial. Il s'agit de détecter des menaces, des opportunités, des tendances. On est plutôt sur des questions de consommation. Ou pour surveiller sa e-réputation, par exemple, c'est ce qui est extrêmement important. Ce d'autant plus que la e-réputation, elle est aussi nourrie de la manière dont les gens parlent de votre marque ou de vos produits ou de vos services sur Internet. Donc, vous ne pouvez pas simplement avoir le contrôle à cause de ce que vous dites par votre com vers l'extérieur. Il y a aussi ce que les gens disent de vous. Et à une époque, c'était du bouche à oreille qui ne portait pas plus loin que les quelques oreilles qui pouvaient entendre ce que dit un tel à tel moment. Et aujourd'hui, par contre, pensez à Twitter, le nombre de personnes qui peuvent être touchées par un commentaire. Donc voilà, pour souligner l'importance de la chose. Alors, les différents usages de la veille. Chaque type de veille peut s'exercer sur une dimension réactive, donc réaction aux évolutions de l'environnement, ou proactive, anticipation des évolutions. Et il est possible d'instaurer différents types de veille. Donc, on distingue classiquement 6 grands types. Je vais aller vite parce que franchement, je pense que là, c'est pareil. On s'arrête 2 secondes et on réfléchit. On les retrouve tout seuls. Mais globalement, dans nos domaines et pour les organisations contemporaines, on va évidemment avoir la veille technologique. Donc on observe et on analyse l'information scientifique, technique ou technologique, son impact sur l'environnement économique, commercial et financier, dans le but de détecter les menaces et de saisir les opportunités de développement. Pensez au télétravail que je viens de vous citer, voyez. Typiquement, ça s'inscrirait dans une veille technologique. Pas que, mais ça découlerait avant tout d'une veille technologique. La veille commerciale, elle consiste à collecter les renseignements sur l'environnement commercial de l'entreprise. Donc les clients, les prospects, les fournisseurs, et ça va être notamment intéressant lorsqu'on développe de nouveaux produits, de nouveaux services, etc. Donc là, on est plutôt sur quelque chose d'interne, cela dit. Donc vous voyez l'importance des sources internes. La veille commerciale, elle se fait comme ça. En externe, c'est difficile à avoir pour la simple et bonne raison qu'en général, votre concurrent, il ne vous donne pas ces informations. Cela dit, il y a des instituts pour très cher qui peuvent le faire. Par exemple, dans le secteur de la grande consommation. Mince, c'est pas ça le terme, je bug là. Grande et moyenne surface, c'est le secteur de la... Bon, ça va pas me revenir. Les produits de grande consommation, les PGC. Donc pour les PGC, typiquement, on peut par exemple commander des relevés de prix. Donc il y a un petit gars qui va aller dans les rayons, je suis sûr que vous en avez déjà vu en faisant vos courses, et il note tous les prix. Voilà, il est mandaté, il a le droit, lui, parce que si vous le faites, on peut vous accuser de concurrence déloyale si vous le faites vous-même. Mais voilà, vous pouvez payer ce service et ça vous donne des informations très précises sur le linéaire développé par votre concurrent, etc. Donc voilà, ça va être tout ce genre d'éléments. La veille marketing, alors évidemment, elle est très en adéquation avec la veille commerciale, hein, les deux sont consubstantiels, hein, un peu comme les ERC, donc vont ensemble, hein, puisqu'on me posait la question sur consubstantialité, et elles vont l'un avec l'autre, et elle permet en fait de surveiller l'évolution de son marché, hein, notamment celui sur lequel se positionne l'entreprise, donc le comportement de consommateurs, ça permet d'identifier des axes de communication pour soi, ceux de la concurrence, on peut estimer les retombées d'une campagne publicitaire, on peut identifier potentiellement de nouveaux marchés ou de nouveaux segments, ce qui peut permettre d'introduire de nouveaux produits, de nouveaux services et d'accompagner le lancement de ceux-ci. C'est des choses qu'on a dit ça déjà avec le commercial, mais c'est normal, les deux sont consubstantiels.
Bref, la veille concurrentielle, elle prend en compte les mouvements des entreprises concurrentes. Donc là, c'est au-delà des produits, des services, du marketing et du commercial, ça peut être les campagnes de recrutement, de communication, leur stratégie générale, leur politique tarifaire, etc., etc., etc. Donc à ce niveau-là, on mêle à la fois le marketing, le commercial, aussi l'organisationnel. Comment ils organisent leur production, par exemple. Quels sont leurs flux de distribution. Quel est leur réseau de fournisseurs logistiques. Donc vous voyez, on va un peu plus loin. Donc ça va être ça la veille concurrentielle. Elle chapeaute en quelque sorte les deux précédentes. La veille juridique et réglementaire, bon bah là je pense que tout est dans le nom, mais la législation peut avoir beaucoup d'impact. Imaginez si vous faites, je sais pas, de l'agriculture et que d'un coup on vous interdit tel pesticide, si vous êtes un fabricant de jouets et que dans vos jouets en plastique il y a tel composé chimique que vous avez l'habitude d'utiliser qui d'un coup est interdit parce qu'il est classé sur la liste des cancérigènes potentiels par l'OMS, bon bah voilà, la veille juridique et réglementaire, dès que le législateur va prendre une disposition à cet égard, ça va tout changer pour vous et il convient évidemment de se tenir à jour de ce point de vue-là. Le risque peut être extrêmement coûteux puisque sinon derrière c'est procès et ça peut coûter potentiellement cher. Dernier exemple en date aussi, le RGPD, donc le règlement général sur la protection des données personnelles et en cas de non-respect, les amendes peuvent être très lourdes. Donc il faut l'anticiper, d'où l'intérêt de la veille, parce qu'avant qu'une loi soit promulguée, elle est débattue, et donc on a moyen de l'anticiper, et deux, comme ça on est prêt le jour J, ce qui est une très bonne illustration de la veille. Et enfin, la veille sociétale ou environnementale, elle fournit des renseignements socio-économiques, politiques et socio-culturels, elle vise à surveiller l'évolution des mœurs, des mentalités, les comportements du consommateur, l'environnement, les mouvements sociaux, etc., etc., etc. Un exemple tout con, quand on était au baby boom, si vous voulez, je pense que sortir des montes-escaliers Stana, par exemple, ça n'avait aucun intérêt, puisque la population était plutôt extrêmement jeune, ou alors en tout cas c'était un marché de niche. Par contre, anticiper le fait que cette population allait vieillir et prévoir par exemple une segmentation dans notre offre de produits, donc plutôt une diversification en quelque sorte. Si vous aviez l'habitude de faire des fauteuils articulés, par exemple, vous étiez une entreprise où vous avez un certain savoir technique, puisque vous produisez en fait des fauteuils de relaxation, de massage, et donc vous avez l'habitude de faire ça. Vous produisez aussi des fauteuils qui peuvent être utilisés dans les fêtes foraines, voilà, pour faire des montées-descentes, bref. Donc vous avez un savoir technique à ce niveau-là. Si vous anticipez qu'il y aura ce besoin pour une population qui est vieillissante, vous pouvez développer sur la base de vos connaissances préexistantes techniques un produit pour répondre à ce futur besoin. Vous êtes le premier sur le marché, vous les mangez tous, en plus vous avez des économies d'échelle vu que vous produisez des biens qui présentent des similitudes sur des marchés proches, technologiquement parlant, et là vous bouffez tout le marché et vous devenez hyper riche. Bon bref, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je ne sais pas si ça fera du bien à la planète, cette surproduction, mais c'est un autre débat. Mais voilà un exemple, par exemple, de veille sociétale ou environnementale. Comme avant que véritablement la population se tourne vers le bio et l'écolo, eh bien, si vous l'aviez senti dès le début que vous aviez commencé à vous engouffrer dans ce marché, vous pouvez jouir d'une image de marque bien supérieure à celle de vos concurrents qui font du greenwashing. Voilà, par exemple. Bref. Donc, dernier élément, la veille et l'irréputation. Je vous ai commencé à vous en toucher un mot tout à l'heure. L'irréputation, bon, vous le savez déjà, c'est la perception qu'ont les internautes d'une entreprise, d'une marque ou des personnes qui y collaborent. Et c'est donc une représentation que se font les gens et qui va se constituer en fonction des flux d'informations qu'ils rencontrent sur le net. Et donc, c'est relativement important de pouvoir la gérer et de l'anticiper, donc puisqu'elle peut énormément vous impacter. Et on a vu déjà des appels au boycott relativement nombreux, donc voilà, c'est vraiment extrêmement important d'y veiller. Enfin, deuxième et dernière partie de notre travail aujourd'hui, les limites de la veille. Donc, évidemment, on va avoir trois grandes difficultés qu'on va voir aujourd'hui ensemble. 1, la surcharge d'informations. 2, l'information en temps réel et ses limites. Et 3, la vérification des sources, l'évaluation de l'information. J'ai l'impression que j'oublie de vous dire un truc sur la veille et l'irréputation, pardon. Non, je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple sur Twitter. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça que je voulais dire. Bref, pardon, excusez-moi d'avoir bugué. Bref, voyons les trois limites de la veille. Alors, la surcharge d'informations en premier lieu. Donc, évidemment, Internet a permis la démultiplication des informations. Le risque pour le veilleur, c'est de se retrouver dépassé par cette surcharge informationnelle ou donner de la tête quand on a autant d'informations. Et en second lieu, comment y faire face? Donc, pour le risque,
il va se manifester par le fait qu'on va avoir envie de pouvoir tout maîtriser, donc de gérer l'intégralité des flux d'informations. Mais il suffit même pas d'une vie. Enfin, je veux dire, si vous prenez ne serait-ce qu'un sujet qui est un petit peu connu, comme, je sais pas, taper marketing digital sur Internet, un sujet en vogue, et regardez le nombre d'ouvrages juste sur Amazon que vous pouvez acheter. Croyez-vous vraiment qu'il est possible de faire une recension exhaustive de toutes les informations sur le sujet? Et là, on vous parle que des livres achetables sur Internet. Donc si on faisait une vraie veille, on ne se cantonnerait pas à ça, du tout, comme source d'information. Loin s'en faut. Donc c'est quasiment impossible. Donc cette idée de rien rater avec un sentiment de frustration informationnelle, donc si on n'a pas toute l'information qui est disponible, elle peut être vraiment difficile à gérer, et c'est ça la surcharge informationnelle, et tendre à l'exhaustivité est illusoire sur des sujets comme ça. Donc le moyen d'y pallier, même s'il n'y a pas de bon moyen, hein, c'est de sortir de l'illusion de l'exhaustivité, si je puis dire, et pour y parvenir, en fait, on doit changer de posture en quelque sorte, en tout cas, c'est un moyen, je pense, un bon moyen, et plutôt que de chercher du tout informationnel, on doit essayer de chercher la rareté, en fait, qui se concrétise par une bonne analyse des besoins, et un ciblage précis de l'objet de la veille, un choix des sources et une détection des signaux faibles. Donc au lieu de chercher du marketing digital bêtement, ce qui serait un sujet trop vaste, on va se questionner. Si on a un produit très spécifique ou une problématique organisationnelle qui est très spécifique, on peut se demander comment lui appliquer le marketing digital. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que vous aurez un cours avec Jérémy Sipilevski qui est absolument génial. Enfin, les étudiants des autres années ne tarissent pas dès lors sur ce cours, donc je pense que vous en serez contents aussi, qui traite du marketing digital, donc il sera très complet. Mais voilà, l'idée c'est vraiment, alors je ne dis pas que c'est facile à faire, mais c'est un peu comme quand on doit bien définir son objet d'étude pour une étude, donc son objet de recherche, pardon, c'est vraiment l'idée de cibler. Ensuite, l'information en temps réel et ses limites. Donc c'est aussi un défi. Ça pose de nombreuses contraintes, le fait qu'on ait autant d'informations en temps réel. Donc évidemment, ça trouve évidemment une source dans les réseaux sociaux, hein, qui permettent de produire de l'information en temps réel, information qu'il faut vérifier, analyser, avant de diffuser. Et vu que cette information, elle est démultipliée, mais à l'extrême, presque à autant de gens qu'ont Facebook, potentiellement, si par exemple vous payez des données à Facebook, enfin que vous les achetez, pardon, ça pose problème pour de la veille, puisqu'on n'est pas en capacité de tout traiter. Donc voilà, il y a des millions d'usagers qui envoient des informations sur tous ces réseaux sociaux, et il est impossible de suivre tous les tweets, d'où l'idée véritablement d'appliquer le conseil que je vous donnais précédemment, et d'avoir des cibles, des objectifs qui sont d'autant plus précis. Si vous voulez un bon exemple, j'ai pas le temps de vous développer ici, je pense, j'espère, que vous avez entendu parler du scandale de Cambridge Analytica pendant la campagne américaine qui a vu Trump l'emporter. Donc je vous la fais en 2 mots, mais je vous invite vraiment, il y a un envoyé spécial qui est très court si vous voulez, de 26 minutes, sur le scandale de Cambridge Analytica. Et puis sinon, il y a 2 documentaires Netflix qui sont disponibles. Il y a Derrière vos écrans de fumée, je crois que c'est le nom. Et sinon, il y a The Social Dilemma. Bref, c'est des sujets connexes sur Netflix. Mais donc du coup, le scandale de Cambridge Analytica, il résulte de ça. C'est une firme qui a acheté les données, enfin non, elle n'a pas acheté d'ailleurs, elle a triché et elle a aspiré les données des utilisateurs, donc vous, moi, bon là en l'occurrence c'était en Amérique, mais et donc du coup elle a réussi à créer un ciblage donc du vote des gens et à déduire sur la base de leurs préférences des j'aime des gens, de ce qu'ils publiaient, donc que ce soit sur des groupes, le suivi qu'ils faisaient sur certains groupements d'intérêt, du sport, des loisirs, qu'importe. Donc à croiser toutes ces données qui sont extrêmement variables, multiples, à les mettre en forme et à essayer de prédire le vote. Le but, c'était d'isoler les personnes indécises, et notamment ce qui était le plus important de manière individuelle pour ces personnes parmi les indécis. Et de la sorte, de cibler des messages publicitaires, c'est ce qu'on appelle les black spots sur Facebook. Ça a été interdit depuis, mais à l'époque, en fait, on pouvait acheter de la publicité ciblée sur Facebook, où on vous faisait apparaître un truc sur votre mur, spécifiquement à vous, sur la base de justement ce qui découle de vos données individualisées. Voilà. Donc par exemple, pour les gens qui aimaient les armes et qui avaient mis des posts anti-Hillary Clinton, il y avait ce genre de pub. C'est un des exemples qui est donné d'ailleurs dans l'envoyé spécial, par exemple, si vous voulez aller le regarder. Et donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment extrêmement difficile de se retrouver dans cette masse de données. Des entreprises le font pour vous. Par contre, trouver la bonne source, vous voyez, typiquement, vous auriez connu à l'époque Cambridge Analytica, ça vous donnait un avantage concurrentiel, avec un coût certes. Mais voilà, tout l'intérêt de la veille et la limite de la surcharge d'informations. Donc,
Bref, tout ça peut aboutir à une forme de tyrannie de l'instant au détriment d'une réelle analyse. Et ça pose également le problème, ce manque d'analyse, le problème de l'appropriation de l'information. Donc en gros, on survole plutôt qu'on analyse. Et vu qu'on ne s'approprie pas l'information, on ne va pas véritablement constituer de plus-value, créer de valeur ajoutée sur l'information qu'on détient. Alors que l'objectif premier, essentiel, dans le but de la veille, c'est d'analyser l'information et d'en produire une qui est utile aux problématiques qui se posent dans notre organisation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un problème énorme. Et le deuxième, c'est qu'on a une telle démultiplication des sources qu'au bout d'un moment, on n'est plus forcément en capacité de toutes vérifier leur qualité. Et ça va être un problème énorme aussi. Donc, d'où l'intérêt de faire, par exemple, au départ, un travail de recherche, de veille, sur des sources identifiables, potentielles, fiables, et qui permettent d'avoir une information qui répond bien à nos besoins. Et dans un temps 2, de cibler plus spécifiquement sur ces sources bien identifiées, les informations plus précisément qui vont nous intéresser. Enfin, la vérification des sources, l'évaluation des sources. Donc là, on va se pencher sur des critères de validité et de pertinence des informations. Enfin, en tout cas, ça va questionner ces deux grandes notions. Donc là, ça renvoie directement au cours que vous aviez avec Monsieur Elkaïm. Donc je ne vais pas m'étendre plus spécifiquement dessus. Mais donc, c'est les 4, notamment, concepts que vous aviez vus. La fiabilité, la pertinence, le timing et le coût de l'information. Ça a été abordé en TD. Ça fait partie intégrante du cours. Mais désireux de ne pas faire des vidéos trop vite et trop longues, pardon. Et vu que je m'y étais engagé devant vous, je vous invite à aller à vous reporter au TD. Et si je ne me trompe pas, il a mis le diapo de son TD sur Selene, donc vous avez déjà les définitions de ces 4 concepts qui sont disponibles et qui complètent en fait vraiment ce que je voulais vous dire sur la veille, puisque la veille, c'est de la recherche d'informations, et donc ne pas parler des 4 attributs, des 4 caractéristiques qui font de la qualité de l'information, ça serait un manquement grave, mais je les passe, pas sous silence, mais je ne les définis pas devant vous, du fait de cette raison. Bref, je vous souhaite bon courage pour digérer tout ça, j'espère que j'ai été clair, je vais essayer de poster ça avant lundi, si vous pouvez le voir avant tant mieux, sinon tant pis, et puis si vous avez des questions, essayez de les noter pendant que vous m'écoutez, là maintenant que vous êtes rendu à la fin pour me les poser lundi, hein, faites-vous une petite note, y a des fonctions post-it sur à la fois les Mac et à la fois les PC, ou dans votre téléphone, et puis comme ça vous me le demanderez au moment T pour que ça soit vraiment utile qu'on se voit en amphi pour qu'il y ait des jeux de questions-réponses. Bref, bonne fin de semaine à vous et à lundi.